On va parler de la situation en Syrie. Le pays, vous le savez, est toujours en proie à la guerre civile entre l'armée de Bachar el-Assad et les rebelles. La population est prise en otage. Je suis avec Frédéric Joly. Bonjour. Vous êtes porte-parole du CICR en France. Alors, la ville de Madaya, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, est à 40 km au nord-ouest de Damas. Elle est devenue en quelques jours le symbole de ces villes assiégées par le régime syrien. Hier, les habitants ont reçu des vivres et des médicaments apportés par un convoi humanitaire. On voit ça avec Hortense Villatte et on s'en reparle après. Le convoi est entré dans Madaya au son des youyous et d'autres cris de joie. 44 camions chargés de médicaments, de couvertures et de nourriture pour soulager et bien souvent sauver une population à bout, piégée dans une ville assiégée depuis 6 mois par l'armée de Bachar el-Assad. Nous avons beaucoup souffert. Les gens ont tué des chats pour les manger. D'autres se nourrissaient d'herbes. Certains piochaient aussi dans les poubelles. Dans le village, la faim, la maladie et le manque de nourriture étaient partout. Voici ma petite fille. Pour elle, j'ai utilisé des chiffons comme couche. Elle était âgée de 7 mois quand elle a été sevrée définitivement car il n'y avait pas de lait. Cette faim est telle qu'elle s'est transformée depuis plusieurs semaines en famine. Les habitants sont décharnés, tiennent à peine debout. Conséquence de la dénutrition, l'anémie, les maladies et sans médicaments, des hôpitaux qui ne peuvent rien faire. 400 personnes doivent être évacuées immédiatement. Nous devons tout mettre en place pour que ce soit fait dès que possible, qu'elles soient traitées ou alors elles seront en grand danger de mort. Elles mourront soit de malnutrition, soit de complications liées à d'autres problèmes médicaux. Selon les ONG présentes sur place, déjà 28 personnes sont mortes de faim à Madaya depuis début décembre. Alors Madaya, assiégée depuis l'été dernier, les habitants qui vivent dans le dénuement le plus total, on vient de le voir. La moitié de ces habitants d'ailleurs sont des réfugiés qui vivent, on le voit, dans des conditions absolument abominables. Oui, je ne pense pas qu'on puisse imaginer pire dans ces circonstances-là. Avec un hiver en plus qui se renforce et une situation pour cette population civile dénuée de tout depuis plusieurs mois. Donc ce qu'a montré le sujet, c'est effectivement des besoins élémentaires, c'est-à-dire de la nourriture, des médicaments, du lait maternisé pour les enfants et puis aussi des couvertures pour commencer à pallier le problème de froid qui devient de plus en plus crucial. Maintenant, ce qu'on a vu dans ce sujet-là, montre aussi que ce convoi-là ne pourra pas suffire et qu'il faut, pour les acteurs humanitaires, que ce soit pour le CICR, le Croissant-Rouge arabe syrien ou les Nations Unies, eh bien, pouvoir revenir régulièrement pour assister ces milliers de personnes. Hier, il y a eu ce convoi sur Madaya. Il y a eu aussi, on en a moins parlé, 2 autres zones assiégées, elles tenues par des mouvements d'opposition du côté d'Idlib, dans le nord-ouest, à Fouaa et à Kefraya, où la situation, ça concerne quand même aussi 20 000 personnes et tout aussi problématique, et que l'idée aussi à travers ces convois-là, c'est de montrer la dimension impartiale et neutre de cette aide humanitaire qui doit être distribuée à toutes les victimes de ce conflit, à toute la population civile, qu'elle soit aux mains de tel ou tel camp. Alors hier, donc on a vu effectivement un premier convoi a pu arriver. C'était le premier depuis le mois d'octobre. Pourquoi les convois humanitaires n'arrivent pas? Qu'est-ce qui bloque? C'est le régime syrien? C'est tout simplement parce que c'est la guerre et que donc il y a des négociations politiques en cours à laquelle ne participe pas l'humanitaire. Tout comme la population civile n'est pas l'enjeu, ne peut pas être l'enjeu d'un conflit, l'humanitaire ne peut pas non plus être l'enjeu de ce conflit-là. Ce qu'on a vu hier, c'est effectivement un pied dans la porte pour un espace humanitaire, avec ce souci d'impartialité, de neutralité visant des zones assiégées par différentes parties. Effectivement, depuis le 18 octobre, il n'y avait rien eu, sauf quand même à signaler un premier pied dans la porte, c'était le 28 décembre dernier, où une opération conjointe avait permis d'évacuer des blessés et des malades et leurs familles, environ 450 personnes, de la zone de Madaya, mais également de Fouaa et de Kefraya, et aussi de Zabadani. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus politique est en cours, ça veut dire que les accords de cessez-le-feu qui avaient été signés, obtenus au mois de septembre dernier, commencent à fonctionner. Évidemment, on est dans des contextes extrêmement difficiles, et le temps que ces processus aboutissent, eh bien, on voit ce que l'on voit dans ces zones assiégées, cette désolation totale, ce désespoir total de ces populations. Il y a pourtant une résolution de l'ONU qui a été adoptée par le Conseil de sécurité pour laisser passer les convois humanitaires. Mais on voit bien que ça fait l'objet d'intenses tractations. Là, pour Madaya, ça fait l'objet de beaucoup de négociations. Est-ce que vous n'avez pas peur aussi que, du coup, tout l'acheminement humanitaire ne fasse l'objet maintenant de tractations et de marchandage? Comme je le disais à l'instant, la population civile ne peut pas être un enjeu d'un conflit, l'humanitaire non plus. Alors,
Effectivement, ça c'est le monde des bisounours. La réalité fait que dans des situations où c'est des combats pied à pied, où il n'y a pas un modèle de conflit sur la situation syrienne, tout a évolué au cours des différentes années avec les atrocités que l'on sait commises de part et d'autre, que le travail de l'humanitaire du CICR, par exemple, depuis 5 ans, c'est une négociation pied à pied, ici pour traverser une frontière, ici pour atteindre, comme à Al-Waer, à Homs, qui était un quartier complètement isolé depuis 2 ans, on commence à distribuer enfin, depuis quelques semaines, par exemple, des vêtements chauds. C'est ces négociations permanentes et ce contact confidentiel avec toutes les parties qui fait que nous arrivons à définir, avec le Croissant Rouge arabe syrien, un peu d'espace humanitaire. Mais non, ce qu'il faudrait, c'est que tous ceux qui se battent et qui ont la responsabilité de la violence en Syrie, eh bien, laissent l'accès, parce que c'est ce que prévoient aussi les principes du droit international humanitaire, justement à cette action humanitaire prodiguée tant par le Comité international de la Croix-Rouge que par certaines agences onusiennes, par Médecins sans frontières ou encore par le Croissant Rouge arabe syrien. Alors vous le disiez, ça ne va pas régler la situation, ce premier convoi humanitaire. Il était effectivement très urgent, mais il faut maintenant voir la situation à long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est se dire que ce n'est pas l'humanitaire qui va régler aujourd'hui le problème de la Syrie. Aujourd'hui, vous avez les 4/5 de la population syrienne qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous avez des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans des tentes ou dans des maisons détruites. Nous sommes en plein hiver. Donc c'est véritablement le politique qui réglera la problématique humanitaire. En attendant, le CICR, le Croissant Rouge arabe syrien, les Nations Unies travaillent dans le temps du SAMU, essayent de négocier pied à pied, partout où c'est possible pour pouvoir prodiguer ces secours. Mais il faut quand même imaginer, malheureusement, Madaya ou même Kefraya ou Foua, c'est le dessus de l'iceberg. C'est pas la seule ville. On estime à peu près qu'il y a aujourd'hui entre 400 000 et 500 000 personnes qui vivent dans des villes ou dans des zones assiégées. Et on peut rajouter à cela 4 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'humanitaire, tout simplement parce qu'elles sont inaccessibles à nos opérations, souvent en général en raison de problèmes de sécurité. Alors la Commission européenne, elle estime à 13,5 millions le nombre de personnes qui nécessitent une aide humanitaire en Syrie. Vous êtes d'accord avec ce chiffre? Parce qu'en fait, les 4 millions dont vous nous parlez, c'est des gens qui n'ont absolument aucun accès à l'aide humanitaire. Et puis à les autres, les enfants et les personnes âgées qui sont notamment en plus grand danger. Absolument. Il faut imaginer aujourd'hui qu'il n'y a plus un seul service public qui fonctionne en Syrie. C'est-à-dire que le pays s'est véritablement effondré. Que l'an passé, le CICR avec le Croissant Rouge arabe syrien nous ont fourni 90% de l'eau potable pour toute la population. C'est-à-dire environ 15 millions de Syriens ont reçu de l'eau humanitaire et non plus de l'eau fournie par les services publics. Vous avez la moitié de ces gens-là, on a apporté également de la nourriture pour 7 millions de personnes. Cette perfusion humanitaire ne pourra pas durer éternellement, et quand bien même elle devrait durer, il faudrait que l'accès humanitaire pour les humanitaires soit beaucoup plus large, beaucoup mieux garanti, beaucoup mieux sécurisé, afin que nous puissions dispenser cette assistance de façon impartiale et neutre, puisque l'humanitaire et les civils ne font pas partie du conflit. C'est ce que dit le droit international humanitaire. Alors, il y a la famine, mais il y a aussi les soins qui sont très importants, puisque plus de la moitié des hôpitaux ont été détruits. Alors hier à Madaya, si on prend uniquement l'exemple de Madaya, le CICR a effectivement apporté des médicaments, des kits médico-chirurgicaux, enfin bref, tout ce qui est nécessaire pour faire redémarrer les unités de santé dans cette localité assiégée. Pourquoi ? Parce qu'il y a évidemment des gens qui ont besoin de soins, des malades chroniques, des maladies graves, des blessés. Maintenant, ce que disait Stephen O'Brien, le représentant des Nations Unies, il faut aussi imaginer, après cette première étape, après les évaluations qui sont en cours, qui vont permettre de mieux dimensionner l'aide nécessaire, on peut légitimement imaginer qu'il faudra encore évacuer des blessés ou des malades, parce que de toute façon, il sera très difficile de pouvoir leur apporter des soins efficaces s'ils restent dans ces conditions-là. C'est la même chose à Foua, c'est la même chose à Kefraya, et c'est la même chose dans bien d'autres localités assiégées qui sont moins sous le feu des médias aujourd'hui. Est-ce qu'on a pu effectuer des largages de vivres ou de médicaments ? Non, c'est la voie routière qui est bien évidemment privilégiée. En tout cas, c'était le scénario pour Madaya et pour les 2 autres zones assiégées du côté d'Idlib, et tenues là par des groupes armés. C'est véritablement de veiller à ce que cette aide soit correctement distribuée, qu'elle ne devienne pas, elle non plus, un enjeu au conflit. Et puis c'est surtout pouvoir procéder à des évaluations et prévoir de revenir le plus régulièrement possible
pour enfin apporter une réponse humanitaire adéquate. Les bombardements occidentaux, on accusait notamment la Russie de bombarder les populations civiles et de ne pas faire attention en tout cas aux civils. Est-ce que les bombardements occidentaux aggravent la situation ? Je crois que tout acte de guerre n'est pas très bon pour les civils dès lors qu'ils se trouvent à proximité des cibles dites légitimes par ceux qui les ont désignées. Il y a en droit international humanitaire un principe qui est le principe de précaution et que même si un commandement estime légitime telle ou telle cible, il doit tout faire pour épargner la population civile. C'est toute la problématique aujourd'hui de la guerre en ville, de l'utilisation d'armements à la fois très sophistiqués mais aussi extrêmement destructeurs si les erreurs sont commises, et c'est malheureusement toute la logique entre guillemets de l'euphémisme, du pudique euphémisme qui est un dommage collatéral. Mais tous ceux qui sont les acteurs finalement de la violence, que ce soit au sol ou dans les airs, doivent de toute façon considérer que la population civile doit, quelles que soient les circonstances, être épargnée. Il y a aussi le problème des populations déplacées, ça concerne près de la moitié de la population syrienne. Bien sûr, la plupart, enfin énormément des millions de Syriens ont fui en quête d'abord de sécurité des zones entières de la Syrie et sont venus se réfugier soit dans des familles d'accueil qui aujourd'hui payent parce que économiquement c'est extrêmement lourd à soutenir, soit dans des centres collectifs qui ont été créés de façon ad hoc pour accueillir ces gens-là. Et maintenant ça fait des mois voire des années que des gens vivent totalement déracinés dans des conditions de plus en plus précaires parce qu'une fois de plus la Syrie s'enfonce dans ce conflit, ça fait maintenant 5 ans et que la situation n'est plus du tout la même. Si on prend le ratio, là aujourd'hui toute la population syrienne est véritablement impactée, que ça ne l'était il y a encore 2 ans. Est-ce qu'il y a d'autres convois humanitaires qui sont prévus ou là on est en one shot et il va falloir repartir sur des négociations pour de nouveau apporter de l'aide humanitaire à ceux qui en ont le plus besoin? On n'a pas de boule de cristal. Le point positif, c'est qu'une négociation a abouti justement à ces convois qui se sont rendus sur ces 3 zones assiégées. L'évidence humanitaire fait qu'il faut pouvoir revenir le plus régulièrement possible. Il faut qu'un véritable espace humanitaire existe et soit le plus ouvert, avec toutes les garanties, y compris de sécurité. Mais il faut pouvoir revenir le plus régulièrement possible et surtout aussi avoir d'autres accès dans d'autres endroits qui, eux, restent non réglés. Et je vous rappelais les chiffres de tout à l'heure, c'est entre 400 000 et 500 000 personnes qui vivent aujourd'hui dans des conditions voisines de celles qu'on a pu constater à Madaya. Merci beaucoup Frédéric Joly d'être venu sur ce plateau, donc témoigner de la situation des réfugiés et des populations en Syrie. Je rappelle qu'il y a une réunion de négociation le 25 janvier à Genève, donc sur un règlement politique du problème. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous dans un instant. Magali Lunen et Damien Givlet pour le 16-18.